Un homme élevé dans le fanatisme religieux qui finira par tuer une inconnue avant de conserver son corps en guise de trophée dans son congélateur jusqu'à son arrestation. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Denise Huber est une jolie jeune femme de 23 ans, née le 22 novembre 1967 à Modesto, dans le comté de Stanislaus, en Californie. Elle vit maintenant à Newport Beach avec son papa Dennis, banquier de profession, sa maman Yon, enseignante, et son petit frère Jeff. Denise aime beaucoup lire, voyager ou encore écouter de la musique. Elle est décrite par ses proches comme une personne sensible, attentionnée et compatissante, mais l'aînée de la fratrie est aussi très intelligente. En effet, après avoir fréquenté différents établissements réputés, elle sort en 1990 diplômée en sciences sociales de l'Université de Californie, située à Irvine. La Californienne était donc retournée vivre chez ses parents à son domicile familial pour, selon sa mère, profiter de la vie et se préparer à se poser. Elle avait justement trouvé un travail dans un restaurant local, la Old Spaghetti Factory, où elle était employée en tant que serveuse. Denise avait convenu avec son petit ami Stephen Horrocks qu'ils iraient ensemble à un concert de Morrissey, un chanteur de rock britannique, le 2 juin 1991. Malheureusement, le jour J, son copain est appelé pour une urgence professionnelle et ne peut donc pas honorer le rendez-vous que le couple s'était fixé. Finalement, il proposera à son ami Robert Calvert d'y aller à sa place et d'accompagner sa copine. Ce soir-là, Denise, apprêtée pour l'occasion, vêtue d'une robe noire et de chaussures à talons, monte donc dans sa Honda et se rend chez Robert à Huntington aux alentours de 19h30 pour aller au concert comme prévu. En chemin vers Inglewood, le duo s'arrêtera pour boire quelques vodka orange et de la bière. Après le concert, Denise et Robert décideront de faire une escale au bar-restaurant El Paso Cantina à Long Beach pour boire quelques bières supplémentaires avant de partir à la fermeture entre 1h30 et 2h du matin. La jeune femme ramènera son ami chez lui comme convenu. Il ne le savait pas à ce moment-là, mais ce serait la dernière fois qu'il la verrait en vie. Les Huber sont très surpris quand à leur réveil ce 3 juin 91 au matin, ils constatent que leur fille n'est pas rentrée et que son lit est vide. Denis et Yon supposent alors qu'elle a passé la nuit avec Tammy Brown, sa meilleure amie et collègue de travail. Leur inquiétude se renforce cependant lorsqu'ils prennent conscience que leur fille n'a toujours donné aucun signe de vie en début de soirée quand ils rentrent du travail, vers 18h. Les parents décident donc d'appeler Tammy, mais l'amie de leur fille déclare n'avoir aucune nouvelle non plus et ne pas l'avoir vue du tout la nuit précédente. Quand il contacte Robert, c'est la même chose. Le jeune homme ignore où son amie peut être depuis la veille quand elle l'a déposé chez lui après la soirée. Déterminée à savoir ce qui s'est vraiment passé, Tammy décide de prendre sa propre voiture et de refaire le trajet que Denise aurait probablement emprunté pour rentrer chez elle après le concert de la veille. Vers 22h, elle fait une découverte plus qu'inquiétante. La Honda de Denise était là, à l'arrêt, sur le bord de l'autoroute 73, pas fermée, la batterie déchargée avec un pneu arrière crevé. Les clés n'étaient pas sur le contact, une paire de collants était posée sur le siège passager et il n'y avait aucun signe de la propriétaire ni de son sac à main. Tammy téléphone immédiatement aux parents de Denise qui, dans un profond sentiment d'impuissance, s'empressent de la rejoindre sur les lieux et contactent directement les forces de l'ordre. Face aux éléments inquiétants qui ont pu être relevés, la police met à profit ses moyens. On dépêche un hélicoptère sur place ainsi qu'une brigade cynophile. On réussit à identifier l'odeur de Denise jusqu'à 75 mètres de sa voiture, mais on perd sa trace au-delà de cette limite.
Selon David Snowden, ancien chef de la police de Costa Mesa, Denise semblait s'être totalement volatilisée. Le lendemain matin, les enquêteurs fixent donc une entrevue avec les Uber pour obtenir davantage d'informations. Mais personne, pas même ses proches, ne voyait qui pouvait vouloir du mal à la jeune diplômée. Les agents commenceront à s'intéresser de plus près à l'entourage de Denise et retraceront son emploi du temps le soir de sa disparition. On interrogera Robert qui passera un test polygraphique qu'il réussira. Son petit ami sera également entendu dans le cadre de l'enquête, mais ce dernier avait un alibi. Les policiers examineront aussi en détail l'autoroute où Denise a disparu, identifiant les conducteurs en prenant en photo leurs plaques d'immatriculation avant de les contacter pour recueillir leurs témoignages concernant la nuit du 2 juin. Malheureusement, ces démarches ne donneront rien de sérieux, pas plus que les médiums qui appelleront la police pour leur donner des informations non pertinentes. C'est donc retour à la case départ, sans l'ombre d'une piste sérieuse. Denis, le papa, déclarera au sujet de cette période : « Je regardais à chaque fois que je voyais une fille aux longs cheveux bruns. Je voulais voir son visage. » Les parents feront tout leur possible pour obtenir une quelconque avancée. Ils passeront dans une émission télévisée en implorant le public de partager toute information concernant la disparition de leur fille et feront même installer une bannière de 9 mètres sur le toit d'un immeuble surplombant la zone où la voiture de Denise a été retrouvée. Finalement, l'enquête sera classée, laissant les parents bien entendu complètement dévastés. Nous étions pratiquement incapables de faire quoi que ce soit. Je ne pouvais rien faire. J'étais tellement accablée par le chagrin et l'inquiétude qu'à ce moment-là, je me suis dit que je ne pouvais plus aller plus bas. A déclaré Denis Huber. Il faudra attendre 3 ans pour obtenir des réponses, mais ça, il l'ignorait. Ce sont 2 personnes qui n'ont jamais connu Denise de son vivant qui permettront de relancer les procédures juridiques et de rendre justice dans cette affaire. Le 9 juillet 1994, Jack Court et Elaine Canalia se rendent chez une nouvelle connaissance du nom de John Famalaro pour acheter du matériel de peinture. L'homme vivait sur Cochise Drive à Prescott Valley, en Arizona. Quand Elaine s'approche de la maison de John, elle remarque un étrange camion de location pour les déménagements de marque Ryder garé dans le jardin et qui semblait être laissé à l'abandon. La femme a un mauvais pressentiment et soupçonne alors que le véhicule a été volé. Elle note donc le numéro de la plaque d'immatriculation et fait part de ses inquiétudes à un ami qui s'avère également être un agent de police. De retour au poste, l'agent vérifie donc la plaque et découvre que le camion a effectivement été déclaré volé 6 mois plus tôt. Le 12 juillet, l'agent se rend donc chez Famalaro pour tirer au clair cette histoire, mais quand il arrive sur place, il n'y a personne. Après une inspection plus poussée, l'adjoint remarque un certain nombre de détails suspects, tels que la présence de nombreux produits chimiques à l'extérieur du véhicule et une rallonge électrique qui en sortait et était reliée à la 2e propriété du terrain, une petite maison adjacente occupée par la mère du propriétaire des lieux. Face à ces éléments, le policier pense immédiatement à un laboratoire de substances psychoactives mobile. Le lendemain, le 13 juillet, plusieurs agents et adjoints du shérif du comté de Yavapai sont dépêchés sur place avec un mandat de perquisition. Lorsqu'ils arrivent, à nouveau, il n'y a personne. Ils ouvrent directement l'arrière du camion de près de 7 mètres de long et tombent sur un congélateur fermé, scellé avec un cadenas et recouvert de scotch. Ils pensent alors que ce dernier est rempli de drogue. Les forces de l'ordre l'ouvrent et tombent sur des sacs poubelles en plastique noir et une odeur nauséabonde. Ils aperçoivent ce qui ressemble à du sang congelé au fond et commencent à découper les sacs jusqu'à tomber sur un bras humain. Il semblait qu'il s'agissait en réalité d'une femme adulte. La victime était nue et entièrement gelée, en position fétale, sur les genoux, les mains attachées derrière le dos avec des menottes en métal. Sa tête et son visage étaient intégralement recouverts de sacs plastiques et de scotch. Pendant qu'ils examinaient cette découverte surréaliste, les résidents, John et sa mère, arrivèrent sur place. La maman niera avoir connaissance du congélateur, John lui étant exceptionnellement calme, ce qui déconcertera les agents présents sur place. Ils l'emmèneront donc au poste pour l'interroger. Le suspect refusera de parler du congélateur sans la présence de son avocat. La police avait bien sûr une raison valable de le placer en garde à vue et même de l'arrêter pour meurtre et pour vol.
Pendant ce temps, le corps est déplacé pour pouvoir être autopsié et bien entendu identifié. Le lendemain, soit le 14 juillet, le médecin légiste Anne Buchholz se voit confier ce cas. On commencera par utiliser des sèche-cheveux pour tenter de décongeler la victime, puis on notera ses menottes à l'aide d'un coupe-boulon. Des analyses vaginales et rectales seront menées et on trouvera des spermatozoïdes dégradés dans le prélèvement anal. Après avoir retiré les 3 couches de sac en plastique blanc qui recouvraient la tête, on découvrit des bandes de ruban adhésif qui avaient été collées de la bouche au haut des paupières. La bouche ainsi que les yeux avaient donc été scotchés pour être maintenus fermés. Une boule de tissu tachée de sang, utilisée comme bâillon, était encore coincée dans la gorge de la victime. Le docteur Buchholz déterminera que la pauvre femme était morte suite à un traumatisme crânien, ayant reçu au moins 31 coups à la tête, coups portés avec une telle force que des morceaux de plastique se sont incrustés dans la matière osseuse du crâne. L'acte avait dû être si violent que certaines parties de la tête n'ont pas pu être intégrées à l'ensemble lors de la tentative de reconstitution, tant elles étaient brisées. L'objet utilisé semblait avoir été un marteau, plus exactement le côté permettant d'arracher les clous. Il sera formellement établi que les sacs avaient été disposés, refermés et fermement serrés avant que la victime ne subisse les coups, ce qui démontrait clairement l'intention de l'auteur de minimiser les saignements et les éclaboussures de sang, mais établissait sans l'ombre d'un doute sa conscience de ses actes ainsi que sa volonté de cacher la réalité. On finira par identifier la pauvre Denise Huber grâce à ses empreintes digitales. Ce même jour, en parallèle de l'autopsie, les enquêteurs investissent le domicile de l'accusé et ce qu'ils trouvent parmi le bazar ambiant, les pots de peinture vides et les gobelets de soda Jack in the Box est très incriminant. Sur une étagère dans le garage, les agents tombent sur 2 cartons côte à côte avec une annotation au marqueur stipulant Noël. Le premier contenait un grand sac à ordures noires semblable à ceux utilisés pour maintenir le corps dans le congélateur. À l'intérieur de ce dernier se trouvaient des boîtes plus petites qui contenaient des objets appartenant à Denise comme son portefeuille, son chéquier, son sac à main, ses clés de voiture, un stylo, son rouge à lèvres ou encore sa carte de crédit ou son permis de conduire. On y découvre également les vêtements que Denise portait le soir de sa disparition, sa veste, sa robe, ses sous-vêtements et ses talons. Les chaussures présentaient de grosses éraflures à l'arrière des 2 talons, comme si celles qui les portaient avaient été traînées. Le carton recouvert de taches de sang qui commençaient à moisir contenait également un marteau de 35 cm de haut taché de sang, un jean pour homme et un sweat taché de sang également, tout comme des chiffons et une paire de gants chirurgicaux retournés. Le second carton intitulé Noël était tout aussi taché. Il contenait la boîte vide pour les menottes, des sacs poubelles semblables à ceux qui couvraient la tête de la victime et un rouleau de scotch. L'extrémité de la bande correspondait même à la déchirure d'un des morceaux de ruban adhésif trouvés sur le visage de Denise. On mettra également la main sur les clés des menottes qu'on avait retrouvées sur le corps dans l'un des tiroirs du bureau de l'accusé au fond d'une tasse. La clé du cadenas du congélateur était quant à elle à l'intérieur du camion de location volé. Dans la maison, on retrouve diverses armes éparpillées ainsi que des articles de journaux quant à la disparition de Denise et un enregistrement d'une apparition télé des parents. On avait donc la certitude que John Famularo avait entendu les appels à l'aide de la famille et qu'il avait sciemment décidé de ne rien dire et de collectionner ces articles. On trouvera un reçu pour l'achat d'un congélateur de la marque Montgomery Ward, identique à celui du camion qui avait été commandé dans les jours suivant la disparition, courant juin 91. Le congélateur avait été livré à un entrepôt de Laguna Hills qui semblait avoir été loué par l'accusé au moment des faits. On sait que durant la période de la disparition de la victime, Famularo dirigeait une entreprise de peinture dont l'entrepôt se trouvait juste à côté de l'endroit où la voiture de Denise avait été retrouvée. Lorsque la police a fouillé l'entrepôt en question, notamment la pièce à l'arrière, on a trouvé, malgré les travaux de rénovation de l'entreprise qui louera le bâtiment après, de nombreuses taches de sang qui seront révélées grâce au luminol. Des tests complémentaires démontreront qu'il s'agissait du sang de Denise Huber. Concernant ce qui se serait réellement passé cette nuit-là, la police pense que Famularo était à la recherche d'une victime lorsqu'il a croisé la route de Denise qui essayait de réagir face à la crevaison de son pneu.
Elle a peut-être demandé à John de l'aider, il l'aurait alors frappée avec un marteau avant de la traîner jusqu'à sa voiture pour la menotter et la ramener dans son entrepôt où il l'a violée et tuée. Huber ne semblait pas avoir de blessures défensives, il a donc été théorisé qu'elle aurait initialement pu monter dans la voiture de Famularo volontairement. De plus, lors de la perquisition, on trouvera 2 uniformes d'adjoint du shérif de Los Angeles chez lui, donc il semble tout à fait envisageable qu'il se soit fait passer pour un homme de loi pour rassurer et attirer Denise dans son véhicule. Au procès, on a pu démontrer que le taux d'alcoolémie de Denise correspondait à un léger état d'ébriété, un autre facteur qui aurait pu la rendre plus disposée à accepter de monter avec cet homme qu'elle ne connaissait pas. Famularo savait logiquement que conduire dans la direction de son entrepôt où il comptait l'agresser allait faire paniquer la victime, Laguna Hills étant à l'opposé de Newport Beach, l'endroit où Huber vivait. Par conséquent, il aura dans tous les cas presque immédiatement rendu Denise Huber inconsciente avant de très probablement la traîner de sa voiture à son unité de stockage pour abuser d'elle, scotcher et emballer son visage pour lui porter les derniers coups qui lui seront fatals à l'aide du fameux marteau. Denise Huber, qu'on retrouvera donc 3 ans après sa disparition, conservée menottée et congelée depuis tout ce temps, avait en réalité été sauvagement tuée dès le premier soir durant la nuit du 2 au 3 juin 1991. Le procureur adjoint Christopher Evans affirmera que pour Famularo, le corps de Huber avait une valeur de trophée, lui faisant revivre le crime. Pour finir, on trouvera des sacs à main et des cartes de sécurité sociale appartenant à d'autres femmes que Denise Huber chez John Famularo, ce qui conduira les autorités à penser que la victime du congélateur n'était pas la seule. Lors de la perquisition, on a trouvé au sous-sol une espèce de cavité cachée qui avait été creusée par l'accusé. On a immédiatement pensé que s'il avait conservé le corps de Denise aussi longtemps, c'était dans l'intention de l'enterrer avec les preuves dans cette grande fosse et par conséquent, les autorités ont craint que d'autres corps aient pu y être cachés. On a donc fait appel à des chiens qui ne trouveront aucune autre victime sur les lieux, mais la police est restée convaincue qu'elle avait un récidiviste sur les bras. Les enquêteurs chargés de l'affaire ont d'ailleurs pu entendre une femme qui a déclaré avoir rencontré Famularo à Phoenix, en Arizona, et avoir été victime d'une agression. L'homme l'aurait emmenée au milieu du désert où il aurait essayé de l'étrangler. Elle l'a repoussé et a été obligée de s'enfuir nue pour lui échapper. La femme identifiera formellement Famularo sur photo. D'autres victimes ont commencé à se manifester, notamment ses ex-petites amies qui ont déclaré que Famularo les avait menottées sans leur consentement ou avait eu un comportement violent. Il est donc probable que John Famularo soit un tueur sériel, mais nous n'avons aucune autre victime de meurtre confirmée à ce jour. John Joseph Famularo est né à Long Island en 1957 et grandira à Santa Ana, en Californie. Il est le 3e de sa fratrie, ayant grandi entouré de son frère et de sa sœur. Enfant, John est décrit comme un jeune garçon maigre, relativement efféminé, discret, peu intégré, qui a des difficultés à l'école et qui subit des intimidations de la part de ses camarades. Il sera d'ailleurs renvoyé de l'école pour une raison que l'on ignore. Après son arrestation, des révélations sur son enfance et sa vie familiale ont commencé à émerger. On sait notamment qu'il sera contraint de se développer au sein d'un foyer complètement dysfonctionnel et très conservateur. Angelo était un homme gentil avec ses enfants, mais Anna, sa mère, femme au foyer, était une matriarche extrêmement dominante, violente et instable. Premièrement, elle faisait de grosses différences entre ses enfants, traitant son frère aîné complètement différemment. Elle semblait vivre par procuration à travers lui. John se rapprochera donc de sa grand-mère qui remplira plus ou moins le rôle maternel. Anna était également tombée dans le fanatisme religieux. Elle utilisait certains principes du catholicisme de façon extrêmement stricte, leur conférant une dimension menaçante et punitive au quotidien. À chaque écart, elle menaçait ses enfants par la damnation éternelle dont ils seraient victimes. Cet extrémisme nocif influencera sans doute sa vision de la sexualité. En effet, Anna élèvera ses enfants en leur inculquant que la sexualité était une chose dégoûtante, absolument répugnante, mauvaise et sale. C'était un sujet intolérable et inabordable au sein de leur domicile.
Il lui arrivait même d'attendre silencieusement devant la chambre de ses fils pour entrer furtivement dans le but de les décourager de se masturber. Il est donc ressorti que John n'a jamais réussi à apprendre à réguler sa libido et à développer des relations sainement et de façon équilibrée. De manière générale, sa mère était une femme extrêmement contrôlante qui pouvait se montrer facilement virulente. Elle avait une vision assez hostile des gens en dehors de sa famille et a d'ailleurs eu des problèmes avec des personnes du voisinage car elle s'en prenait violemment aux enfants du quartier pour des choses futiles, comme lorsqu'ils avaient le malheur de marcher sur son gazon. Concernant ses propres enfants, Anna décidait d'absolument tout. C'est elle, par exemple, qui dictait où les enfants s'asseyaient dans la voiture pendant les voyages en famille pour éviter les chuchotements entre eux. Elle aussi qui assignait les places de chacun des membres pendant qu'ils regardaient la télévision. Elle récupérait également ce que les enfants jetaient à la poubelle pour inspecter et lire ce qu'ils avaient pu écrire. Enfin, elle écoutait leurs appels téléphoniques et les enfants ne pouvaient entretenir que peu d'interactions avec leurs camarades des mêmes âges. Il leur était même interdit d'inviter d'autres enfants chez eux et d'avoir le moindre contact avec le sexe opposé. Le contrôle qu'elle exerçait sur eux ne s'est pas arrangé avec le temps. En grandissant, les enfants ont commencé à avoir des relations amoureuses et Anna ne l'a jamais toléré. Elle s'octroyait le droit de décider pour ses fils des femmes qu'ils pouvaient ou non fréquenter. On sait par exemple qu'elle a déjà fait du chantage à une petite amie de son fils aîné pour que cette dernière stoppe leur relation, et est allée jusqu'à menacer de mort une autre de ses copines pour finir par s'en prendre physiquement à elle en l'étranglant. Quand sa seule fille lui fit part de sa volonté d'indépendance pendant ses études, Anna coupa tout contact avec elle. John, quant à lui, restera proche de sa mère puisqu'il retournera habiter avec cette dernière pour prendre soin de ses parents, notamment de son père, qui avait la maladie de Parkinson. Anna souffrait aussi de traits obsessionnels compulsifs qui s'exprimaient principalement dans le fait de se laver les mains sans cesse, et ces comportements auront des répercussions sur John qui développera une forme d'obsession, notamment dans l'équilibre et la symétrie corporelle intra- et interindividuelle. Par exemple et très concrètement, si une personne lui touchait une main, il s'assurait qu'on lui touche l'autre. Ou encore si quelqu'un se penchait sur le côté droit, John s'appuyait lui sur le côté gauche dans une idée de compensation. D'autre part, on sait qu'en 1980, son frère aîné sera reconnu coupable de pédophilie et condamné à 5 ans dans un établissement psychiatrique d'État dans lequel il restera plus de 2 ans. Il sera mentionné que John aurait été lui aussi abusé sexuellement par son frère qui niera cette allégation. Concernant le parcours universitaire et professionnel de l'accusé, on nous rapporte qu'il souhaitait initialement devenir chiropracteur et a donc étudié la discipline au Cleveland Chiropractic College de Los Angeles. Il y fera 2 ans mais ne se présentera pas à l'examen de validation. Après ça, il projette de devenir policier et commencera un cursus à l'Académie des forces policières de LA mais échouera et abandonnera cette voie. Suite à cela, il suivra des cours de biologie et d'anatomie avant de finalement se lancer dans l'auto-entrepreneuriat dans le domaine de la peinture en bâtiment. Cependant, il perdra sa licence d'entrepreneur après que des clients mécontents se soient plaints à de multiples reprises et que certains employés qui travaillaient pour lui affirment n'avoir jamais été payés. Si maintenant on s'intéresse à sa vie sentimentale, on sait que la première relation sérieuse de John était avec une certaine Lyons. La jeune femme avortera alors que John voulait garder l'enfant et cet événement mènera le couple à la rupture, mais à la toute fin de leur histoire, Lyons tombera enceinte une seconde fois. John décidera de la demander en mariage, mais elle déclinera et donnera l'enfant à l'adoption avant de déménager au Texas. L'avortement et la décision de mettre fin à la relation et d'abandonner l'enfant a apparemment été très marquant et douloureux pour l'accusé. Il espérait pouvoir l'élever lui-même mais perdra la bataille judiciaire pour la garde et n'a ensuite plus eu de nouvelles. Famalaro, dévasté par tout ça, tombera en dépression. Après cette relation tourmentée, il aura une histoire avec une femme prénommée Nancy qui l'agressera. Un jour que le couple était ensemble, Nancy lui a dit qu'elle devait s'en aller, mais John la retiendra et elle sera contrainte de rester. On nous rapporte qu'il placera tout le poids de son corps sur elle, la jeune femme essayant de se débattre, mais l'accusé commencera à écarter ses jambes et à ouvrir son short.
Il s'est ensuite assis sur sa poitrine, a coincé ses bras le long de son corps avec ses genoux avant de lui mettre des menottes qu'il avait à portée de main, bien que le couple n'en ait jamais utilisé ensemble. L'accusé a ensuite défait son pantalon et a baissé le short de Nancy. Quand elle a commencé à pleurer et à menacer de porter plainte, l'accusé s'est rétracté avant de se rhabiller, de la détacher et de quitter la pièce en l'insultant et en lui disant que c'était elle qui avait provoqué tout ça. On nous rapportera encore un nouvel événement avec une autre compagne, une prénommée Darlene Miller. Le couple était à New York pour un week-end et séjournait dans un hôtel luxueux sur Times Square, quand John a de nouveau attaché sa copine avec des menottes avant de la déshabiller et d'ouvrir les rideaux de la chambre pour finalement la laisser là au regard de tous, seule, pendant des heures. Il ne reviendra qu'après le début de la pièce à laquelle ils avaient initialement prévu d'assister ensemble ce soir-là. Un an plus tard, Famularo a de nouveau récidivé avec sa fiancée Kate Colby, cette fois l'agressant sexuellement tout en l'ayant attachée comme les précédentes. Cette dernière expliquera que si elle était restée avec lui, c'était en raison de sa bonne élocution et de la sensibilité dont il savait faire preuve par ailleurs. Ses ex-petites amies en général déclareront qu'il avait un bon sens de l'humour, qu'il était amusant, intelligent, gentil, prévenant et poli la plupart du temps. Elles ajouteront cependant qu'il était manipulateur et beau parleur, mais aussi secret. Cette description sera corroborée par ses amis et membres du voisinage qui affirmeront que c'était une personne très solitaire et discrète. Nous le voyons sortir le matin pour ramasser son courrier. Son regard était toujours baissé. C'était un gros effort pour le faire dire bonjour. Je ne peux pas dire que je suis surpris par tout ça. De manière générale et synthétique, concernant John Famularo, on peut affirmer que son enfance, les abus qu'il a subis ainsi que son environnement familial dysfonctionnel auront de grosses conséquences sur sa trajectoire développementale, mais je n'ai aucun diagnostic précis à vous transmettre parce qu'on ne possède pas ces informations. Maintenant, on sait qu'au procès, il est ressorti que l'accusé présentait de nombreuses séquelles émotionnelles et mentales. La victime sera finalement inhumée au cimetière de Fairview à Erie dans le comté de Campbell au Dakota du Sud. C'est donc dans la section 6, rangée 8, que Denise Huber repose aujourd'hui. Le procès de John Famularo sera un réel événement médiatique couvert par les journaux, les stations de radio et les chaînes de télévision. L'affaire donnera même lieu à l'édition d'un livre policier, Cold Storage, écrit par l'auteur Dan Lasseter. Le procès qui s'est tenu durant l'été 1997 durera 6 semaines. L'accusé plaidera non coupable et la défense basera sa plaidoirie sur le fait que la victime ait suivi volontairement l'accusé. Jon Huber déclarera au juge « Je ne peux pas décrire adéquatement la douleur, l'agonie et les sentiments d'impuissance et de désespoir que j'ai éprouvés. Elle me manque plus que les mots ne peuvent le décrire. » Finalement, Famularo est reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'actes de sodomie par le jury composé de 9 femmes et de 3 hommes après seulement 5 heures de délibération. Il est condamné à la peine capitale. Après le verdict, l'accusé a déposé une requête. Les avocats de Famularo justifieront l'appel en affirmant que leur client n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, en partie à cause de l'attention des médias et de la publicité préjudiciable qui aurait influencé les jurés. Le 8 juillet 2011, la Cour suprême de Californie confirme tout de même la peine de mort. Famularo attend donc son exécution à la prison d'État de San Quentin, en Californie. Concernant la famille de la victime, on sait que Jon a subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment à cause du développement d'un cancer, qui selon elle s'est déclenché en grande partie suite aux conséquences émotionnelles et anxiogènes de la perte de sa fille. Le couple Huber a choisi de déménager au Dakota du Sud pour tenter d'échapper aux douloureux souvenirs dont était imprégnée leur maison familiale. Denise racontera que 2 jours avant la disparition de sa fille, Denise lui avait laissé une note sur son écran d'ordinateur qui disait « Salut papa, je t'aime, passe une bonne journée. Avec amour, Denise. » Aujourd'hui, les parents endeuillés s'expriment depuis leur maison sur la rive du Missouri.
Il mourra de vieillesse en prison. Et nous mourrons probablement avant lui. Denis, le papa, a déclaré qu'il souffrait encore profondément chaque fois qu'il voyait une relation père-fille dépeinte à la télévision. La blessure ne guérit jamais. Vous apprenez juste à y faire face. Yon, la maman, ajoutera « Je ne peux pas vous dire à quel point Denise me manque encore. Je pense à elle tous les jours. » Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez me laisser un like, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo à vos proches. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prenez soin de vous. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying